a réfléchi à la manière d'exprimer les histoires de l'Afrique et des Afriques et leur mondialisation à travers la question des routes, des contacts, des échanges, où là on pouvait faire intervenir des œuvres finalement du monde entier. L'Afrique a été étonnamment oubliée dans l'histoire du monde, non seulement depuis la genèse de cette discipline au XIXe siècle, mais aussi dans les conceptions modernes de la mondialisation, qui continuent de considérer la place de l'Afrique comme marginale. Le continent africain a toujours été un continent ouvert au reste du monde, a été en contact de très longue date, et il s'agit même de la terre de nos ancêtres. Nous venons tous d'Afrique. Et je parle d'Homo sapiens, donc 200 000 avant notre ère. Je ne parle pas des hominidés, donc 6 millions, il y a 6 millions d'années. C'est une vision où l'histoire est vue non pas depuis l'Europe, mais depuis l'Afrique. Et avec des contacts très anciens, alors avec le monde européen via l'Afrique du Nord. L'exposition est divisée en plusieurs séquences, plusieurs parties. La première partie porte sur la circulation, les routes et les moyens de transport, donc qui justement montre qu'on a des éléments naturels comme les fleuves ou la mer, qui permettent notamment à l'intérieur du continent africain de circuler. Et qui dit circulation avec les moyens de transport dit aussi circulation des idées, des religions, déplacement de population. Et évidemment échange de biens, dans un commerce matériel et parfois un commerce humain, puisque la traite des esclaves faisait partie aussi de ces circulations. Entre le XVe et le XIXe siècle, des millions d'Africains ont été soumis à l'esclavage dans les Amériques et en Afrique. Certes, de l'Antiquité à aujourd'hui, quasiment toutes les sociétés ont privé de leur liberté et asservi des millions de personnes de toute identité. Mais l'esclavage moderne, celui qui a permis l'exploitation des colonies du Nouveau Monde, s'est développé à l'ère du capitalisme marchand, puis industriel. Cette conjonction donne à la traite atlantique son intercontinentalité, connectant Amérique, Afrique et Europe. Donc on démarre sur les routes et les moyens de transport avec la question du déplacement, du repérage, notamment pour les non-africains par rapport à la représentation de l'Afrique dans les atlas, puis ensuite sur les globes terrestres. On attaque ensuite la question des villes qui sont en fait qui sont des jalons, qui sont des carrefours de toutes ces routes et qui sont des espaces cosmopolites. Donc on est à la fois sur des échanges locaux et des contacts de personnes locales, régionales et internationales. Donc là aussi on a ces rayonnements et ces circulations de personnes qui deviennent évidentes en fait, dès la deuxième partie de l'exposition. Un exemple, je dirais l'exemple de Tombouctou. On a un manuscrit de Tombouctou et autour de ce manuscrit, on explique que différentes populations ont construit la ville déjà par vagues successives, les Touaregs, les Songhai, avant les empereurs de Mali, et que différentes cultures se sont côtoyées au point de faire de Tombouctou un grand centre universitaire dès le Moyen-Âge européen, donc les siècles d'or africains. Ensuite, à travers la question des échanges commerciaux, donc on a la circulation notamment des perles. Comment expliquer qu'on trouve au Mali actuel des perles qui proviennent d'Égypte ou du Moyen-Orient datées du 8e siècle? C'est bien parce qu'il y a eu ces échanges et ces circulations. L'idée des routes s'est imposée comme une manière de démontrer notre première phrase sur le panneau introductif qui est « L'Afrique a une histoire ».
Les Européens sont en fait en dernier à entrer en contact avec le continent africain dans sa partie subsaharienne. Et ce sont les Portugais, donc avec Vasco da Gama en particulier, qui fait le tour de tout le continent en allant aux Indes, qui donc au tout début du XVIe est capable de dresser en fait une carte du continent. Et après quasiment un siècle de monopole commercial avec les marchands africains, ce sont plusieurs pays européens, dont la France notamment, qui vont installer des comptoirs commerciaux sur le littoral africain. Et en fait, si les Arabes, entre autres, ont une connaissance du centre de l'Afrique déjà dès les siècles d'or, c'est-à-dire le Moyen-Âge européen, en revanche, les Européens vont être les derniers à explorer et ensuite à coloniser l'intérieur du continent africain entre, disons, le 19e et le 20e siècle, mais surtout à partir de 1880. Et je l'ai réalisé avec une historienne qui s'appelle Catherine Kokry-Widrowicz, qui est professeure émérite de l'université Paris 7 et qui est historienne de l'Afrique et qui est surnommée par les intellectuels africains Mama Africa. C'est quelqu'un qui est l'une des pionnières en fait de la discipline, en tout cas en France, de la discipline historique sur l'Afrique. C'est dire que en fait la discipline est récente en France. Et lié justement à la reconnaissance de l'Afrique comme continent qui porte une histoire très ancienne. Et notre première phrase dans l'exposition, c'est l'Afrique a une histoire. Et en fait, nous avons plutôt une approche thématique, en montrant à travers différentes routes que le continent africain a toujours été un continent ouvert au reste du monde. Par cet angle-là, finalement, on arrive, me semble-t-il, à montrer à quel point les Africains étaient comme les autres au centre d'un monde et du monde, ouverts sur ce qui se passait ailleurs, réagissant entre eux, et ceci depuis les débuts de l'humanité. On voit ainsi la progression des produits qui ont commencé par arriver surtout par l'océan Indien et par la Méditerranée. Vont vendre ces marchandises et vont permettre en fait à la richesse européenne de se construire. Les esclaves sont mis principalement au travail sur des plantations qui sont des plantations sucrières. Ce que ressentent probablement les visiteurs et qui était important en tout cas pour nous, c'était de montrer et d'insister sur le fait que les objets que nous connaissons, les objets africains que nous connaissons dans les collections en Occident, déjà sont très liés aux routes coloniales et post-coloniales également, qu'en l'occurrence il s'agit d'objets plutôt de la fin du 19e et surtout de la première moitié du 20e siècle. Donc en fait, si pendant très longtemps on a considéré les populations africaines comme primitives ou premières et en faisant des découpages par ethnie, en réalité, si on considère à la fois la profondeur historique qu'on essaye, enfin qu'on a, je pense, prouvé à travers les différentes grandes sections de l'exposition, donc à travers cette profondeur historique, en tenant compte aussi et en ayant la preuve que tout le monde a circulé à la fois à l'intérieur du continent et vers le continent, les objets sont des œuvres
des artefacts d'un moment donné, c'est-à-dire 19e, 20e, que ça n'a pas toujours été comme ça. L'exemple à travers les objets Dogon est absolument explicite, puisqu'on a encore 14 dialectes qui sont parlés dans cette région, dans ce pays, que j'appelle le pays Dogon, autour de la falaise de Bandiagara, et qui est en fait un lieu où se sont réfugiées différentes populations au fil des siècles et qui ont constitué en fait un pays avec des cultures et des apports différents qui ont fusionné à certains moments. Donc, en fait, il y a la prise de conscience en fait, de cette route des objets, de la datation des objets africains. En fait, les objets que nous conservons, s'il y a eu une espèce de bataille franco-française sur la séparation entre l'approche esthétique et l'approche anthropologique, en réalité, on a beaucoup négligé un aspect important qui était l'approche historique. Et si à un certain moment, ces objets étaient contemporains, dans les années 30 par exemple, on oubliait de signaler que ces objets étaient des années 10 ou 20. Donc on ne mettait pas de date, on n'accompagnait pas les objets ni de date ni de nom de sculpteurs. Parfois ils étaient connus par les populations. Et cette absence de date a beaucoup entretenu cette idée de primitif et de population repliée sur elle-même depuis la nuit des temps. Entre autres exemples, parce qu'on en a évidemment dans les routes commerciales, on parle de l'or, on parle du cuivre, on parle de l'ivoire, on montre des objets en tissu aussi, la question du textile, du métal, des différentes monnaies, de la porcelaine de Chine du XVe siècle. Et il y a une route commerciale qui est moins connue, mais qui est d'autant plus importante pour la reconnaissance justement de ces circulations, qui est la route des plantes et des savoirs médicinaux. Les botanistes sont en mesure de connaître l'origine d'une plante et ensuite de dater après leurs implantations et donc leur agriculture à travers le temps. Et par exemple, les bananes proviennent d'Asie. Il y a eu des hybridations entre les bananes qui ont donné notamment les bananes plantains. Donc on a deux types de bananes qui vont d'Asie vers l'Afrique. Et en tout cas, quand les Portugais arrivent au XVe siècle sur la côte occidentale, ils voient déjà ces plants, les bananiers qui sont déjà très présents. Donc ça a traversé le continent. Donc les plantes racontent aussi ces contacts et ces contacts anciens. Puis alors on va avoir le café qui part d'Éthiopie, qui est cultivé ensuite dans le monde arabe au XIVe siècle, et puis qui ensuite va circuler à travers le monde. Enfin, les plantes et les médecines aussi, la pharmacopée sont vraiment des indicateurs aussi de transmission des savoirs. L'essentiel des déplacements continuait de se faire sur des pistes, plus tard élargies en route et parcourues, après les années 1920, par des camions. De nos jours, les camions roulent sur les mêmes routes. Vous avez quoi à bord là? Balle, coton. Bon, depuis le matin, on est là, on attend les papiers pour aller décharger. Bon, ça nous a pris un peu de temps. L'histoire de la chrétienté en Afrique est une histoire de mouvement, de translation à la fois dans l'espace et dans le langage. Durant les 3 premiers siècles de son existence,
la chrétienté eut à souffrir de persécutions intermittentes et de schismes internes à une religion qui cherchait encore à se définir. À l'Est, la chrétienté était certes déjà bien établie au 1er siècle de notre ère, mais Alexandrie, entourée comme elle l'était de locuteurs coptes, était une ville grecque, avec une importante population de juifs hellénisés. C'est seulement au IIIe siècle, quand la Bible fut traduite en copte, que la chrétienté commença à se répandre au sud, en Afrique, et à développer sa forme proprement copte. Puis nous arrivons aux routes religieuses, avec, on va dire, les religions qu'on a appelées religions du terroir, mais ça pourrait être les religions non abrahamiques, parce qu'on a souhaité aussi mettre en avant que les religions africaines, parmi les religions africaines, on a aussi les religions du livre. Le judaïsme est présent en Afrique orientale dès le Xe siècle avant notre ère. De l'histoire, de la légende de la reine de Saba et du roi Salomon, mais concrètement l'arrivée de leur fils Ménélik en Éthiopie et l'implantation du judaïsme en Éthiopie. Donc le judaïsme est très ancien et présent depuis fort longtemps en Afrique subsaharienne. Idem pour le christianisme par les Coptes. Au IIIe siècle, 3e, 4e siècle, la chrétienté est présente en Afrique subsaharienne. Et quant à l'islam, la mer Rouge et la Corne de l'Afrique sont vraiment vis-à-vis. Enfin, c'est très très proche. Et le prophète s'est réfugié d'ailleurs en Afrique de son vivant. Les conversions à l'islam vont arriver très très tôt en Afrique. Alors, Afrique orientale, Afrique du Nord et à partir du Xe siècle, 9e, 10e siècle, en Afrique subsaharienne, dans les pays sahéliens, à tel point que l'islam va aller ensuite, par la traite esclavagiste à la Renaissance, vers l'Amérique, et l'islam va arriver en Amérique dès le 15e, 16e siècle par les esclaves africains. Selon une idée souvent reçue, l'Afrique subsaharienne serait longtemps restée en marge des échanges intercontinentaux. En fait, très tôt, le Sahara fut un lieu de passage. À partir du Moyen Âge, le commerce à longue distance et la diffusion de la culture musulmane furent étroitement associés. Les pistes à travers le désert remontent à des époques plus anciennes. Donc les religions du livre, alors après il y a l'histoire du christianisme, enfin le christianisme, les catholiques, les protestants, bon, tous ces mouvements-là, et puis des religions non abrahamiques africaines qui vont circuler aussi vers en dehors du continent. Donc tout ça prouve justement une circulation importante et des transmissions de savoir et de religion. Également à travers les routes linguistiques, donc les grands groupes linguistiques, on s'aperçoit que certains objets racontent ces grands mouvements linguistiques. Alors là, je suis devant des pirogues à balancier qui sont en fait, dont l'origine est la mer de Chine, donc en Asie. Ce mode d'embarcation très particulier va ensuite se diffuser vers le Sri Lanka. Donc on est au niveau de l'Inde, on est dans l'océan Indien. Et de l'océan Indien, ce mode d'embarcation, et donc les gens, les personnes de ces cultures en fait austronésiennes, donc de langue malayo-polynésienne, vont ensuite circuler vers l'Océanie, la Polynésie, donc Tahiti par exemple, mais aussi vers Madagascar. Et au 8e siècle,
Alors, donc là, on a une maquette de pirogue du Sri Lanka et une maquette de pirogue à balancier de Madagascar. Tout comme dans les routes esthétiques, on montre une série de poteaux funéraires qui vont du Vietnam jusqu'au Kenya et qui montrent cette route linguistique spécifique. Ou bien encore les masques, parce qu'à travers les masques, on a un autre groupe de langues qui est représenté, le groupe nigéro-congolais. Donc c'est une partie de l'Afrique de l'Ouest et les bantouphone. Donc là, on peut même aller jusqu'à l'ouest de Madagascar, où en fait les masques sont présents et uniquement dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'en dehors de cette zone linguistique, de ce grand groupe linguistique, les masques ne sont pas, même y compris les masques de fibres ou de feuilles, les masques ne sont pas présents. Et puis on arrive l'avant-dernière partie sur les routes coloniales, donc qui est une partie aussi très importante, puisque les objets, c'est par centaines de milliers que les objets sont partis d'Afrique dans ces moments liés aux explorations et à la colonisation. Il y a eu des objets qui ont été aussi suite à des conversions ou à des mouvements politiques qui interdisaient des pratiques religieuses non abrahamiques. Une très vaste ère des Amériques est marquée par la présence massive de descendants d'esclaves africains. Elle comprend principalement l'archipel des Caraïbes et ses bordures, les Guyanes, le Brésil, le sud-est des États-Unis. Entre le XVIe et le XIXe siècle, environ 12 millions d'esclaves de provenance géographique diverses y ont été déportés. Avec les femmes et les hommes déportés en esclavage, les divinités, les esprits, les croyances ont traversé l'Atlantique, ont survécu à la traite, mais dans leur exil, se sont adaptés à leur nouvel environnement colonial. Le vaudou d'Haïti tire ses racines de l'Afrique de l'Ouest. L'essence de cette religion est le culte des esprits ou lois. Ces forces surnaturelles, ancestrales, étaient invoquées clandestinement, loin du regard des maîtres et du contrôle du pouvoir colonial qui interdisait et réprimait ces pratiques considérées comme idolâtres, diaboliques et dangereuses. Donc, en fait, l'idée, c'est à la fois d'expliquer comment à partir du moment où les Européens découvrent, et notamment les matières premières, découvrent le continent de l'intérieur, vont par leur supériorité en armes. Donc à la conférence de Berlin, les 14 pays européens vont entériner en fait le partage du continent entre les Allemands, les Anglais, les Portugais, les Français, les Italiens, les Espagnols et la personne privée qui est le roi des Belges, puisque ça va être une propriété privée jusqu'en 1910. Et à travers la colonisation, il va y avoir des déplacements forcés de personnes des pays colonisés, notamment des déplacements forcés pour le travail, notamment pour la construction de routes, de voies ferrées en particulier, vers les mines, où se trouvent les matières premières, ou les forêts, où se trouvent les arbres, le bois, qui sont ensuite exportés vers l'Europe depuis les ports qui sont construits dans de nouvelles villes coloniales. Du bateau à vapeur qui s'impose au milieu du XIXe siècle
au chemin de fer et à la construction des routes carrossables à la fin du XIXe siècle. Puis l'avion au XXe siècle. De nouveaux modes de communication touchent de larges portions de territoires auparavant isolés. Du 5e millénaire avant notre ère à aujourd'hui, le continent africain n'a jamais vécu dans l'isolement. Des multiples routes fluviales, terrestres et maritimes ont contribué aux échanges commerciaux, religieux ou encore esthétiques. Et c'est bien avant l'arrivée des premiers navires portugais au XVe siècle. Sculptures, pièces d'orfèvrerie, eau d'ivoire, peintures, photographies présentées dans cette exposition inscrivent l'Afrique dans l'histoire du monde et dressent les portraits d'un continent aux multiples voies d'échange. À travers ces déplacements de population, il y a aussi la question des écoles, de langues, de nouvelles langues qui sont apprises et qui vont créer de nouvelles circulations. Notamment, par exemple, à travers le français, l'anglais, qui sont des langues imposées par les colons, avec le monde européen via l'Afrique du Nord, et donc par les Berbères, par l'intermédiaire des Berbères, et surtout avec le monde asiatique, les Arabes en premier lieu, en 1500 avant notre ère, enfin les Arabes, mais aussi les pays asiatiques du bassin méditerranéen. Et également l'Inde au début de notre ère et la Chine entre le 8e et le 15e siècle. La conquête arabe se heurta au Maghreb aux résistances des Berbères. Kairouan, base militaire de la conquête, devient le foyer de l'orthodoxie, sous sa forme sunnite et malikite. En revanche, les tribus de l'intérieur accueillir des groupes minoritaires et dissidents qui avaient fui les terres centrales du monde arabo-islamique. Des opérateurs arabo-berbères, commandités par des marchands du Maghreb, organisaient des caravanes annuelles. Les risques étaient grands face aux nomades. Les marchandises les plus recherchées étaient l'or, les esclaves, l'ivoire, les bois d'ébène, dans le sens nord-sud. Du nord descendaient les sels des mines du Sahara central et des produits de luxe, chevaux, armes, miroirs, vêtements, turbans, drogues et parfums. Alors, il y a un aspect important par rapport à la circulation des objets. Donc cette route des objets, elle est liée à différents... elle est liée à l'exploration au départ et à la volonté de propagande de la nécessité de coloniser particulièrement le continent africain. Et les objets en seraient la preuve. Donc à la fin du 19e, en fait, ces objets sont regroupés dans des musées qui vont surtout intéresser les militaires, donc les coloniaux, les médecins, les géographes qui vont se déplacer vers le continent. Et aussi pour sensibiliser l'opinion publique à la nécessité d'être présent et de civiliser, je mets toutes les guillemets qui s'imposent. Il faut savoir que, c'est important aussi de prendre conscience que des hommes politiques se sont opposés très violemment à la colonisation. Je pense à Georges Clemenceau, qui s'opposa à l'Assemblée nationale à Jules Ferry en disant qu'il fallait vraiment s'interroger sur qui étaient les civilisés dans cette affaire-là. Donc il était absolument contre la colonisation. Et ces routes des objets, donc les objets vont arriver de différentes manières. Donc il va y avoir des prises de guerre, notamment des expositions de lances, de boucliers pour montrer la supériorité technologique dans les conflits. Il va y avoir également des prises de guerre politique,
et militaires, notamment dans des royautés. Et il va y avoir aussi des commandes faites à des artistes, à des artisans, donc ce qu'on appellerait des copies. Il va y avoir des dons qui vont être faits. Il va y avoir ensuite des achats. Il y a différents contextes en fait d'acquisition, et ce dès la fin du XIXe siècle. Hein, on n'est pas uniquement dans ce qui pourrait sembler être du pillage. Il faut vraiment nuancer. Enfin, c'est important de nuancer. Et il est aussi important de nuancer parce que ces objets vont être revus dans les musées dès la fin du XIXe, début du XXe siècle. L'apparition du masque, de jour ou de nuit, varie au sein d'une même population et d'une même région, toujours associée à des images particulières, à des rythmes, des chants, des chorégraphies et une tenue spécifique. Les masques appellent la faveur des ancêtres, des esprits, de la brousse ou encore la bienveillance d'un ou plusieurs dieux. Parler d'objets africains ou d'objets de sauvages, mais vraiment associer le mot art à ces objets. Et puis il y a aussi un autre point de vue qui est celui du point de vue scientifique qui s'impose justement à partir de l'objet, de ce qu'est l'objet, la matérialité, et qui va en fait, donc là on est dans les années 20-30, et je parle de la France, mais ça va concerner en fait tous les pays européens et également les États-Unis, où à travers l'objet, on va se demander qui sont les personnes derrière les objets. Alors, l'approche va être plutôt par groupe. Donc c'est là qu'on parle d'ethnie, qu'on parle de production d'un objet qui est lié plutôt à un groupe qu'à une personne. Mais on fait quand même un énorme pas en avant qui est celui de reconnaître et de comprendre les cultures, leur fonctionnement et surtout leur complexité. Et puis arrive ensuite, toujours dans cette démarche scientifique et en lien avec les objets, arrivent ensuite les historiens qui vont avoir beaucoup de mal au sein de la discipline des sciences humaines, pour les historiens de l'Afrique, à imposer ou en tout cas faire reconnaître leur discipline, mais ils vont y parvenir. Et ces objets vont aussi être une source fondamentale dans l'approche historique. Donc voilà, ça se fait en plusieurs temps, et aujourd'hui en fait au musée du Quai Branly, on insiste à la fois sur cette partie des routes coloniales, de la reconnaissance de la colonisation. On a un documentaire de 20 minutes aussi qui raconte tous les divers épisodes, dont des épisodes comme ceux des tirailleurs, comme la participation des Africains dans les conflits mondiaux, Première et Seconde Guerre, la question du travail forcé pour les constructions de chemins de fer. On a des archives, des archives filmiques qui sont projetées. Également, on projette les exhibitions, où à la fin alors c'est l'un des premiers films des frères Lumière qui ont inventé le cinéma, qui en fait a été filmé non loin du musée du Quai Branly, sous la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars, où avait été reconstitué un village sénégalais, et où étaient présentes des Sénégalais exhibés, ce qu'on appelle les zoos humains. On a une exposition sur le sujet aussi au musée du Quai Branly Jacques Chirac. You hide behind
come tumbling. Deny my place and time, you squander wealth that's mine. My light will shine so brightly it will blind you, 'cause there's something inside so strong, so strong. I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone. Oh no, there's something inside so strong. Oh, something inside so strong. Brothers and sisters, when they insist we're just not good enough, when we know better, just look them in the eyes and say, we're gonna do it anyway, gonna do it anyway. Something inside so strong, and I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone. Oh no, there's something inside so strong. À travers ce documentaire, on montre toute cette histoire, enfin différents aspects de cette histoire, puisqu'on est sur un film de 20 minutes. La question de l'indépendance, bien entendu, et on s'appuie surtout sur l'exemple de Nkrumah et du Ghana, l'indépendance du Ghana. Et on termine l'exposition sur la nation des artistes, où l'idée, en fait, c'est de ne plus... alors, il y a des thèmes qui peuvent sembler... On peut retrouver de l'africanité chez certains artistes non africains, ou de l'européanéité, de l'asiaticité dans l'art africain, ou même de l'américanité. Je pense notamment à une bande dessinée qu'on expose et qui évoque les Marvel américains. Et en fait, on ne sait plus où sont les frontières. Et volontairement, en fait, dans cette dernière partie, j'ai tenu à ce que le lieu la nationalité de l'artiste ne soit pas du tout indiquée. On a le nom de l'artiste, on a la date, on a le titre de l'œuvre, on a une explication. Mais l'idée, c'est vraiment de ne plus de perdre ses repères en termes de frontières et d'affirmer en fait aussi l'art comme un mode d'expression. L'idée, c'est d'affirmer les arts visuels comme un mode d'expression frontalier, universel, tout comme les routes musicales, puisqu'on a une playlist qui est diffusée alors soit sur Internet, sur Deezer, sur la plateforme Deezer, sur l'Afrique. On saisit l'Afrique des routes et on a un extrait de notre playlist, soit pour les visiteurs en fait sur un audio guide. En 1869, l'ouverture du canal de Suez accélère les rotations maritimes et la diversité des routes avec les autres continents. La navigation à vapeur favorise l'exportation des produits qui vont compenser la perte née de l'interdiction de la traite atlantique, proclamée par la Grande-Bretagne et réitérée à partir du Congrès de Vienne en 1815. Oui, c'est un long voyage. Alors, en fait, on a seulement 900 mètres carrés pour traiter 8000 ans et en mettant l'Afrique au centre du monde, donc évoquer aussi donc, du coup, les 5 continents. Donc, en fait, c'est une petite série d'indices, une petite série de sources, et chaque objet, en fait, peut être le point de départ d'une exposition en soi.
on espère que le visiteur, le public sortira de l'exposition convaincu qu'effectivement l'Afrique a une histoire et aura envie d'en savoir plus.